face de la ville. Parce que j'ai été la première fois que je suis venue à Grande-Synthe, c'était en juin 2015, et j'ai été très impressionnée par les 15 usines Céveso qu'on voit tout de suite lorsqu'on longe comme ça la mer. On pense voir la mer, mais pas du tout. On longe ces 15 usines Céveso. Pour moi qui suis sensible à toutes les problématiques environnementales, je me suis dit, mais comment on fait pour vivre dans un univers pareil, où effectivement, où il y a en plus, un petit peu plus loin, les 6 réacteurs de la centrale nucléaire de Graville, puis au milieu le port méthanier, avec un environnement atmosphérique très pollué, parce que Grande-Synthe, c'est un des taux de cancer des voies aérodigestives supérieures les plus hauts de France. On n'est pas dans un univers très sain. Justement, comment on fait pour vivre dans ce lieu-là? Et j'ai commencé donc par appréhender cet endroit, cette ville, sur le plan géographique, et puis petit à petit, je suis rentrée en contact avec les associations. J'ai rencontré Damien Carême, à qui j'ai dit est-ce que ça ne vous ennuie pas si je décide de travailler autour de votre ville et de voir ce que je pourrais imaginer. Il m'a dit non, allez-y, faites ce que vous voulez. Et puis après, effectivement, j'ai rencontré Brigitte Mounier et les acteurs, les jeunes acteurs de la compagnie des Béants du Nord, avec lesquels elle travaille régulièrement. Elle travaillait régulièrement en atelier. Et alors, elle avait quelques années auparavant, créé un spectacle qui s'appelait Sainte Saga. Et Sainte Saga racontait l'histoire de toutes ces personnes qui sont venues à Grande-Synthe dans les années 50, 60 pour construire la ville, pour construire le port méthanier et pour construire les usines. Et ces personnes-là, elles étaient venues effectivement d'Europe de l'Est, d'Afrique du Nord, et puis aussi d'Italie, etc. Donc Brigitte avait recueilli tous ces témoignages et elle en a fait une pièce de théâtre avec des gens, des acteurs amateurs, mais adultes. Et puis 10 ans après, elle reprend le même principe et elle travaille avec ces jeunes acteurs en leur posant la question. Voilà, comment vous vous sentez aujourd'hui à Grande-Synthe? Quelles sont vos préoccupations? Quelles sont les préoccupations de votre génération sur ce territoire? Et moi, j'arrive à ce moment-là, dans tous mes repérages, je savais que la culture avait un rôle central, fondamental à Grande-Synthe, à jouer. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment, depuis les années 70, depuis que René Carême, le père de Damien Carême, était arrivé, il y avait vraiment une volonté de redonner de la dignité aux gens en leur permettant d'avoir accès à la culture. Et donc j'ai travaillé avec ces acteurs de la même façon que Brigitte a fait. Je leur ai posé la question, je leur ai dit est-ce que vous avez envie de participer à mon film comme un chœur, un petit peu dans une pièce de théâtre antique. Et donc on a repris le travail qu'ils ont fait en partie dans le film. Il y a d'autres moments où ce sont des phrases que moi j'ai écrites, et il y a des moments où c'est l'improvisation. Et de moment à moment, on a travaillé avec eux sur ces textes. Après, il y a tout un travail qui a été fait de filmage, je dirais, pur documentaire, avec toute petite caméra sur tout ce qui est camp de réfugiés, etc., etc. Mais sinon, avec les acteurs, j'ai passé une dizaine de jours. Vous voyez, c'est très rapide par rapport au temps de tournage qui s'est passé sur le territoire. Mais c'est une réponse longue, mais qui nous a permis de commencer à comprendre un petit peu comment tout ça s'est déroulé. Vous disiez tout à l'heure que le départ, ou plutôt l'étincelle qui a produit ce film, c'est d'abord votre étonnement sur le site industriel. Et donc du coup, par rapport à ces zones industrielles-là, est-ce que donc, le message que vous souhaitez porter au travers de ce film, c'est lequel exactement? Alors, comment ça s'est vraiment passé au début? Effectivement, la première chose que j'ai vue impactante, c'est ces zones industrielles. Mais je venais dans cette ville pour, comme ici, animer un débat. Et je suis arrivée dans la ville. Et de la même manière, j'ai vu une ville, quand on accède comme ça pour la première fois à Grande-Synthe, on voit des HLM
qui ont été construits juste après la Seconde Guerre mondiale, dont je vous parlais tout à l'heure, en chemin de grue. Ils étaient très mal isolés, ils étaient pleins d'amiante, ces HLM. Et donc, moi j'ai vu ça, j'ai trouvé ça assez sinistre. Et puis j'arrive dans la salle de cinéma, et là je suis en face d'une salle pleine, et en face de personnes, donc Grande-Synthe, monde ouvrier, 30% de taux de chômage, dont 25% de taux de chômage, dont 40% chez les jeunes. C'est quand même voilà, une ville sinistrée sur le plan social, quand même, complexe. Et là, je rencontre des gens pétillants et vraiment à même d'avoir des arguments pour et des arguments contre certaines technologies sur la transition énergétique. Et j'ai trouvé ça assez épatant. Donc je suis rentrée chez moi, je me suis dit alors, ville en transition, citoyens actifs et participants, ville sinistre, enfin zone industrielle qui jouxte une ville qui est complètement en transition. Et puis alors, l'actualité nous apporte à ce moment-là, on passe de 25 personnes à 2500 personnes dans ce camp de réfugiés. Et là, je me dis, je ne peux plus rester chez moi, quoi. C'est plus possible. Là, il y a tout ce qui me... Moi, aujourd'hui, en 2018, parce que c'était en 2016, 2017 m'énerve, me bouscule, me passionne, m'intéresse, me dit qu'il faut qu'on se bouge, quoi. Il y a tout sur ce territoire. Et c'est comme si c'était un condensé de tout ce qui est en train de nous arriver, quoi. Et je me suis dit, il va falloir que j'aille voir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à filmer. Et l'objectif, c'était au départ comprendre comment ça se passait. Et maintenant, au final, c'est nous dire, ça n'est pas un exemple à suivre, c'est une énergie à suivre. Parce qu'en fait, chaque territoire a sa propre, je pars maintenant du principe que chaque territoire a sa propre identité forte, a ses propres pas problème, mais en tous les cas, voilà, ses questionnements, et puis ses avancées, et puis etc., et sa propre population, et sa culture, et son avant, et son pendant, et son futur à imaginer. Et donc, on peut pas plaquer comme ça des recettes. En revanche, ce dont on peut s'inspirer, c'est de l'énergie que j'ai ressentie, et finalement, cette énergie, je l'ai ressentie quand je suis arrivée dans cette salle de cinéma la première fois. Et ça ne s'explique pas, ça. C'est la même énergie qui anime les personnes qui vont effectivement aider les réfugiés pour donner les repas. C'est la même énergie qui est là pour animer toutes les associations. Il y a, à Grande-Synthe, donc il y a 23 000 habitants, il y a 6 000 associations. À chaque fois, je me trompe. Tout d'un coup, j'ai un trou. Non, je ne me trompe pas. 6 000 associations et 450 associations et 6 000 bénévoles. Décidément, je n'aurais pas pu dire. Ce qui est déjà pas mal. 6 000 bénévoles sur 24 000 habitants, c'est un beau chiffre. Remarquez qu'au cinéma, ici, ça ne m'a pas l'air mal non plus. Hein. Je ne sais pas combien il y a d'habitants à Ypres. 7 200 à peu près. Et combien il y a de bénévoles au cinéma? 72. Ouais. 72. C'est pas mal. C'est un bon rapport. Bon voilà, mais c'était ça que je voulais faire passer. Bien sûr, on parle d'écologie. J'ai parlé très peu, finalement, je n'ai pas creusé plus que ça, parce que je ne voulais pas faire un film catalogue de bonnes idées. Les bonnes idées, il suffit d'aller sur le site internet de la ville de Grande-Synthe. Elles sont très bien expliquées. Et là ça fait partie de... C'est l'outil. C'est l'outil pour vous permettre de travailler, si ça vous intéresse. Mais moi, en tant que cinéaste, je voulais vous donner un élan. J'espère que j'y suis parvenue. Moi, je suis venu en curieux, en fait, parce que j'avais entendu parler de Grande-Synthe. J'avais entendu parler du maire. Je crois qu'il est devenu député depuis, je crois. Il est devenu député européen, je crois. Exactement. Ouais, c'est ça.
Et j'en avais entendu parler aussi parce que, en fait, à partir du complexe Arcelor, là, ils ont comment dire, récupéré de l'énergie pour faire chauffer les logements. Donc ils ont réussi à faire ça. Ça, je ne sais pas, c'est depuis quand? C'est peut-être depuis votre film, je pense, non? Exactement, c'est tout récent. Ouais, voilà. Donc je me suis dit, je vais venir pour ça, parce que je vois un petit peu... j'avais eu peut-être un petit reportage comme ça à la télé, mais quelques minutes, donc j'ai dit, je vais venir pour ça. Alors moi, ce que je me dis aussi, qu'en pensent comment dire, les décideurs économiques de la commune? Qu'en pensent les commerçants? Qu'est-ce qu'ils ont comme... J'ai pas vu de questionnement. Est-ce que eux, dans comment dire, comment ils voient l'avenir de Grande-Synthe, en fait? Alors, la ville de Grande-Synthe est très particulière dans ses commerces. Il y a très peu de commerces en centre-ville. Ils sont très ciblés. Et donc marche très bien, puisque c'est vraiment la boulangerie, la boucherie, l'épicerie. Et puis il y a un magasin petit Carrefour Market, et il y a un bistrot, et il y a un magasin d'équipements médicaux, d'équipements médicaux, voilà. Après ça, il n'y a rien d'autre, quoi. Il n'y a rien d'autre. Et après, il y a le grand centre commercial Auchan, effectivement, mais qui rayonne sur toute la communauté urbaine de Dunkerque. Donc, en termes de commerce, c'est pas une ville vous savez, ces villes nouvelles, elles n'ont pas été construites sur le commerce du tout à l'intérieur des cités. Il y avait avant, effectivement... Alors, maintenant, c'est pas vrai, parce qu'il y a un autre côté, je parle d'un côté de ville, il y a un autre côté de la ville qui essaye de se développer, et également avec un petit centre commercial, et puis d'ailleurs il y a un petit Emmaüs, qu'on voit dans le film d'ailleurs, et puis une ressourcerie. Là, il y a deux, trois magasins comme ça, mais c'est loin d'un centre-ville, d'un bourg, parce qu'il y a, juste après la Seconde Guerre mondiale, la ville de Dunkerque a été rasée par les Allemands, et la ville de Grande-Synthe avec. Il n'y avait plus rien, il y avait 2 maisons. Donc c'est une des raisons pour lesquelles le gouvernement français de l'époque a décidé de redonner de l'essor économique à cette région en y implantant la sidérurgie. Et pour y implanter la sidérurgie, donc on a fait pousser cette ville comme un champignon. Et puis, on a construit, c'est ce qu'on voit au début du film, la digue du Braec, et puis après, effectivement, ArcelorMittal. Je vais revenir sur ce que vous avez dit à propos d'effectivement, aujourd'hui, ArcelorMittal, qui a décidé, sollicité effectivement par déjà Dunkerque, mais aussi Grande-Synthe, de capturer toute cette énergie qui partait dans l'espace, dans la stratosphère, dans l'atmosphère, de capturer cette chaleur, pour le canaliser dans des tuyaux qui partent maintenant dans la ville, dans les villes. Alors, ça chauffe une partie de Dunkerque et ça chauffe aussi une partie de Grande-Synthe. À Grande-Synthe, si mes informations sont bonnes, parce que là, je n'ai pas travaillé là-dessus, c'est depuis que j'ai terminé le film que tout ça s'est fait. Si mes informations sont bonnes, ça chauffe principalement tous les bâtiments publics. Mais les bâtiments publics sont tellement magnifiques à Grande-Synthe. Vous avez vu le palais du Littoral, mais il y a aussi une médiathèque extraordinaire. Il y a plusieurs maisons de quartier vraiment grandes, et où il y a plusieurs studios de musique, de danse. Vraiment, ça c'est vraiment l'effort que la ville a fait pour pouvoir permettre à tous ses habitants d'avoir accès à la culture. Et donc, tous ces grands bâtiments publics, dont la mairie, bien entendu, sont chauffés aujourd'hui grâce à cette chaleur qui vient d'ArcelorMittal. Et ça a permis à la ville de faire des économies d'énergie énormes, mais pas que ça. La ville aussi a décidé de passer toutes les lampes d'éclairage de l'espace public en LED. Et puis, dehors, on n'éclaire pas à 6 h du soir. Je crois que ça baisse de 75% jusqu'à 3 h du matin, au jour de la nuit. On n'a plus besoin d'éclairer les grandes choses dans les rues. Tout le monde dort. Donc,
là-dessus, on fait des économies aussi. Je dis on, parce que je devrais dire il, mais comme j'en parle souvent, je finis par m'investir un peu trop dans cette vie. Bon, voilà, on fait beaucoup d'énergie, on fait beaucoup d'économies d'énergie ainsi. Et puis, et à quoi ont servi ces économies d'énergie? C'est presque 500 000 € qui ont été comme ça économisés. Et la ville a décidé, c'était au début de cette année, d'installer un minimum social garanti. Un minimum social garanti, c'est quoi? C'est une somme qui va être donnée aux personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. À Grande-Synthe, aujourd'hui, plus personne ne vit sous le seuil de pauvreté. Effectivement, la différence entre le RSA et le minimum social garanti et le seuil de pauvreté est versé par la mairie, après, effectivement, études de dossiers, etc., etc. Mais plus personne à Grande-Synthe ne vit sous le seuil de pauvreté, grâce à ces économies d'énergie. Donc c'est vraiment de l'écologie au service du social. Et ça permet aux personnes de réfléchir, de se dire, voilà, moi je suis sur le chômage, comment je fais? Aujourd'hui, je peux peut-être faire une formation, je peux peut-être me permettre de prendre un petit peu le temps de me dire quelle est la bonne direction, qu'est-ce que je dois faire, etc., plutôt que de voir les gens voilà, sombrer sous des choses ingérables. Quoi. Du pouvoir à faire passer à ce que toute la communauté urbaine de Dunkerque, soit tous les transports sont gratuits aujourd'hui. Donc, de la frontière belge jusqu'à la centrale nucléaire de Gravelines, c'est presque 50 kilomètres de littoral. Et bien là, les transports sont complètement gratuits. Et où que vous soyez, vous avez toujours un bus à 500 mètres maximum, un arrêt à 500 mètres maximum. C'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est un maillage qui a été fait de façon très intelligente. Et là où que vous soyez résident, vous pouvez vous déplacer gratuitement. Avant, moi, j'y allais en voiture de location. Et maintenant, j'y vais en bus. Enfin, en train et en bus. C'est un travail de longue haleine et de plusieurs couches. J'ai essayé de ne pas m'y perdre. Je vais prendre le temps d'abord. Et puis après, je prendrai les groupes. Mais dans le temps, le travail de démocratie participative, qui n'avait pas ce nom-là à l'époque, existait déjà. Dans les années... Donc, je vais reprendre l'histoire à René Carême. Quand René Carême arrive, il est syndicaliste. Il travaillait chez Ars, à l'époque c'était Solac, en Lorraine. Et donc il vient à Grande-Synthe en passant par Paris et il est électricien chez Solac, qui va devenir Usinor, puis Arcelor, puis ArcelorMittal aujourd'hui. Donc il est électricien et il habite dans cette ville qui vient de sortir de terre comme un champignon. Il voit bien que les gens vivent là vraiment dans des conditions impossibles. C'est-à-dire que les hommes font les postes, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un dans les immeubles, il y a toujours les hommes, il y en a toujours qui dorment, pendant que les autres travaillent. Et les femmes, pendant ce temps-là, elles tentent de vivre sans faire de bruit parce qu'il y a toujours quelqu'un qui dort. Les enfants, eux, on les envoie jouer dehors parce que toujours, de la même manière, il y a toujours une personne qui dort. C'est pas possible. Donc, et de plus, ces HLM, comme je vous le disais, ont été construits à toute vitesse, mal isolés et pleins d'amiante. Donc très vite, René Carême se dit, on ne peut pas laisser vivre ces gens dans des conditions pareilles, et donc il décide de démolir les habitations et puis de reconstruire d'autres. Mais il ne l'a pas fait, bien sûr il l'a fait avec son conseil municipal, en accord avec son conseil municipal, mais surtout, et ça a été une chose qui a perduré jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois qu'on détruit un HLM, à chaque fois qu'on détruit une habitation, les habitants, mais pas toute la ville, bien entendu, mais les habitants qui sont concernés sont toujours impliqués depuis le début du projet jusqu'à la fin, et même dans la façon dont ils vont penser la reconstruction, la façon dont ils vont imaginer l'amélioration des bâtiments. Tout ça,
c'est fait en concertation étroite avec les habitants. Donc c'est une habitude qui s'est prise à Grande-Synthe, effectivement, d'aller solliciter l'avis des habitants. Parfois, c'est pas le cas. Quand Damien Carême décide d'ouvrir le lieu d'accueil humanitaire de la Linière, il ne le demande pas aux habitants. Il applique tout simplement le code de la citoyenneté, je vais dire une bêtise, le code de la ville, qui, je crois que c'est ça, qui impose au maire, le code de la famille, je crois que c'est ça, qui impose au maire, effectivement, de veiller à la santé des habitants et à la sécurité des habitants. Donc, que vous soyez de passage ou que vous habitiez tout le temps dans Grande-Synthe, eh bien lui, il a dit, je me dois de veiller aux personnes qui sont là. Donc, c'est sans avoir consulté les habitants qu'il décide d'ouvrir ce lieu d'accueil humanitaire. Après, il est bien conscient quand même que c'est une question forte et un engagement fort. Donc, il a décidé à ce moment-là d'écrire une lettre tous les mois aux habitants pour les tenir informés de ce qui se passait. Alors ça c'est vraiment sur le travail qu'il a fait avec les habitants. Il y a, comme je vous le disais, toutes ces associations, elles sont fortes de propositions avec le temps, les associations. Parce qu'effectivement, elles ont reçu toute cette dynamique. Donc elles ont envie de s'investir. Et la mairie est là pour les entendre, pour les écouter et puis pour mettre en application ce qu'ils proposent. Il y a un budget participatif. Où effectivement, ce sont les habitants qui proposent des budgets, qui proposent des projets, et la municipalité met, ce sont les habitants qui votent pour 5 projets, et c'est la municipalité qui met en œuvre ces 5 projets chaque année. Ça, c'est vraiment c'est tout récent, ça aussi. Ça n'existait pas quand j'ai filmé. Mais il y a tellement d'autres choses qui se font, qui sont tout le temps en étroite collaboration avec les habitants, que ça serait complexe de... Ça n'est pas une démocratie participative, comme assaillant, pas du tout. On reste quand même dans un schéma de conseil municipal classique, mais où c'est vraiment l'écoute, quoi. L'écoute